Bienvenue au Désordre mondial, je suis Rachel Marsden. Des responsables américains de l'administration de Donald Trump ont récemment rencontré Khalifa Haftar, le commandant d'une association de combattants qui mène actuellement une guerre en Libye contre les forces du gouvernement approuvées et reconnues par les Nations Unies. La délégation américaine, qui comprenait les conseillers adjoints à la sécurité nationale, souhaite que Haftar mette fin à son offensive. Mais quelle situation bizarre! Des responsables américains demandent gentiment à Haftar, citoyen américain, ancien agent de la CIA, de cesser de faire la guerre contre l'armée de son pays d'origine. Pourquoi la délicatesse? La Russie était également évoquée lors de la réunion, mais encore pourquoi? Est-ce que c'est la Russie qui serait la préoccupation principale des États-Unis en Libye? Le Désordre mondial, présenté par Rachel Marsden. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Morad El-Khattab est conseiller expert en investissement stratégique et intelligence économique. Il est l'auteur du nouveau livre Saïf al-Islam Kadhafi, un rêve d'avenir pour la Libye, aux éditions Éric Bonnier. Et aussi, il connaît Saïf Kadhafi depuis plus de 15 ans, c'est ça? Au moins, oui. Au moins 15 ans, vous êtes proche? Très, mais entre-temps, il a été emprisonné, comme vous le savez, de 2011 à 2017. Il a été libéré en 2017 et il a bénéficié d'une amnistie générale. Donc, j'espère qu'il sera futur candidat aux élections présidentielles libyennes, puisqu'il a été nommé depuis 2007 à la tête du Conseil des tribus libyennes. Vous lui avez dit que vous seriez de passage sur le plateau aujourd'hui? Alors, je lui ai fait savoir, pour une raison très simple, c'est que les contacts ne sont plus directs. Mais il est au courant qu'effectivement, je passais aujourd'hui à cette émission. Est-ce qu'il y avait un message à transmettre aux auditeurs, spectateurs ou pas? Ah bah écoutez... On ne sait jamais, peut-être. Non, en tout cas, son message, qui est sûr, et c'est même probablement son combat, c'est de permettre à ce que la Libye redevienne un havre de paix, d'abord pour les Libyens, et que cessent les guerres par procuration dans son pays. Alors... Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé avec cette rencontre entre Haftar et les représentants américains? De toute façon, c'est... D'abord, elle a eu lieu, la rencontre, puisque beaucoup en doutaient. Il y a eu une photographie qui est apparue sur le site de l'ambassade. Parce que c'était dans un communiqué du département d'État américain. Ce qu'on ne savait pas, c'est où c'était... À l'ambassade des États-Unis à Tripoli, ça a eu lieu. Je me demande pourquoi ils n'ont pas publié cela. C'est assez étrange de ne pas inclure le lieu d'une rencontre. Peut-être pour des raisons de sécurité. Bon, en tout cas, après coup. En tout cas, quand même bizarre. C'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais il y a beaucoup de choses bizarres en Libye actuellement. Ah oui. Et depuis, comme quoi? Depuis 7 ans, on vit de bizarrerie en bizarrerie, puisque vous savez comme moi que les principaux acteurs aujourd'hui dans le conflit libyen n'ont aucune légitimité vis-à-vis du peuple libyen. C'est-à-dire qu'on a Sarraj d'un côté qui... est défendu par le Qatar, la Turquie, dont il est encore parti passer commande d'armes la semaine dernière, et l'Europe, mais du bout des lèvres. Les Émirats aussi? Non, les Émirats, c'est Haftar, avec l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Légitime, vous croyez? Haftar, pas du tout, justement. Non plus. Non plus. C'est-à-dire que le seul à être légitime aujourd'hui, vous savez comme moi que la Libye est un peuple tribal, et le représentant officiel des tribus, c'est Saïf al-Islam Kadhafi, il a été nommé par eux. Par contre, ce qui est beaucoup plus étrange, et ça aussi, ça porte une vraie interrogation, j'en parle dans l'ouvrage, c'est comment ça se fait qu'à aucun moment, le représentant du Conseil des tribus libyennes est invité, comme à la Celle Saint-Cloud ou prochainement à Berlin, et c'était le vœu de l'Union africaine. L'Union africaine a organisé et tente d'organiser une médiation dans le cadre du conflit libyen. Il faut savoir que les Occidentaux les ont refusés. Et même là, prochainement à Berlin, Sarraj a demandé que l'Algérie et la Tunisie ne soient pas présents. Donc, c'est quand même assez incroyable de voir qu'en fin de compte, les seuls légitimes, on leur interdit d'être à la table des négociations. C'est comme si, par exemple, le président du Zimbabwe se réunissait avec le Premier ministre canadien pour décider du sort de la Corse. Qu'est-ce que penseraient les Français ? Et bien là, c'est exactement la même chose. Les Libyens sont spectateurs
d'un conflit sur leur sol entre diverses factions qui ne sont même pas composées pour la plupart de combattants libyens. Parce que la majorité des combattants d'Haftar et de Sarraj sont des mercenaires. Et des mercenaires provenant d'où? Parce qu'on a déjà eu des intervenants à l'antenne ici qui ont dit que ce sont des Libyens, des anciens de l'armée, qui font partie des combattants de Haftar. Non, Haftar, il y a un tout petit groupe d'anciens, effectivement, militaires libyens, mais il s'est aussi accordé les services d'un groupe salafiste, les Magdatistes. Il s'est aussi offert les services de mercenaires soudanais, en l'occurrence tchadiens. Quant à Sarraj, lui, par contre, c'est majoritairement des Turcs. Et des milices salafistes qui viennent d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie. Mais ça, c'est pas l'armée, c'est pas censé être l'armée libyenne, ça? Mais il n'y a pas d'armée libyenne. Je veux dire, ce qui est quand même... Alors, où s'est passée l'armée libyenne? Où sont les anciens soldats? Déjà, avant d'avoir une armée, il faut un État. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'État libyen. Il y a deux parlements, il y a deux gestions du pays qui sont sur la zone tripolitaine et la zone cyrénaïque. En fin de compte, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est qu'on ne veut pas organiser des élections présidentielles en Libye, parce qu'on sait que Saïf el-Islam Kadhafi fera l'unanimité. On le sait tous. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que, une chose, je vais peut-être me répéter, mais c'est très important. En Afrique, ce sont majoritairement, le pouvoir politique se fait dans une forme de coexistence entre tribus. En Libye, il y a une carte au début de mon livre qui démontre très bien le nombre de tribus en Libye. Il y a une sorte de conseil national des tribus libyennes. Dès 2017, à la sortie de prison, de résidence, surveillée sur la faim, de Saïf el-Islam Kadhafi, le conseil des tribus libyennes a estimé, au regard de tout ce qu'on lui rapportait un peu partout, que Saïf el-Islam faisait consensus. Et ils l'ont nommé à la tête du conseil des tribus libyennes. Je ne l'invente pas. Il a été officiellement nommé. C'est quand même incroyable. C'est comment ça se fait que quand Sassou Nguesso organise au Congo-Brazzaville une rencontre avec le Conseil national des tribus libyennes pour essayer de trouver un accord avec les autres partis, on interdit jusqu'à Sassou Nguesso et le représentant du Conseil des tribus libyennes de venir en France à la Celle Saint-Cloud lorsqu'on convoque Sarraj et Haftar pour une sorte de négociation. En vrai, ce qu'on est en train de faire, on ne se préoccupe plus du tout de la préoccupation des Libyens, mais de la gestion du pétrole. On laisse ce chaos se faire, comme il l'a été en Irak, comme il a été tenté d'être fait en Syrie. Et c'est vrai que c'est dramatique, parce que se joue sous nos yeux un conflit qui n'est pas un conflit réellement interlibyen, mais qui est un conflit de factions étrangères. Alors, je me demande pourquoi Haftar fait ce qu'il fait. Et aussi, j'ai trouvé ça assez bizarre, le fait que les Américains viennent à Tripoli. Ils arrivent sur place et ils demandent gentiment à Haftar de cesser ses activités militaires, combattants. C'est la première fois que je vois que les Américains traitent quelqu'un avec tellement de gentillesse, étant donné les activités dans lesquelles il est impliqué. Alors, comment expliquer cela? Alors, c'est très pertinent et c'est vrai. Premièrement, les résultats. Les Américains, s'ils sont venus arrêter l'offensive d'Haftar, c'est les résultats. Les résultats d'Haftar sont ce qu'on peut dire des échecs militaires. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est soutenu en sous-main pour prendre la ville de Tripoli. Il n'y arrive pas. Parce qu'il n'a pas de couverture aérienne. Alors comment prendre une ville? Il a en partie une couverture aérienne. Il a même aussi des drones. Sauf qu'en face... drones chinoises, oui. Drones chinois, et en face, il y a des drones turcs. Wing-Lun. Exactement. Drones chinois payés par les Émirats. Donc il y a des transactions en coulisses, mais si vous voulez, il y a un jeu subtil qui est en train de se faire à 3 ou 4 bandes. Premièrement, ce qui est très intéressant, et c'est ce que j'explique aussi à travers le livre, les États-Unis d'aujourd'hui, les États-Unis de Donald Trump, ne sont pas les États-Unis d'Hillary Clinton et d'Obama. Ça n'a rien à voir. Dans quel sens? C'est dans le bon sens, justement, parce que l'administration de Trump est en train progressivement de lâcher les djihadistes. Lâcher les djihadistes. Ça, c'est très important. De ne pas les financer et soutenir et entraîner, c'est ça? Les Américains sont en train de préserver leur intérêt stratégique, mais ils vont passer par là. Et d'ailleurs, l'attitude de Donald Trump dans ce sens, elle est
elle est, comment on appelle ça ? Sur la bonne voie ? Elle est sur la bonne voie. Pourquoi ils demandent si gentiment ? Parce que les Américains, ils veulent préserver leurs atouts, parce que tout excès engendre des excès, tout simplement. Et en l'occurrence, si les Américains se montrent trop durs avec Haftar, il va automatiquement se tourner vers les Russes, voire les Chinois. Donc vous avez une sorte de jeu d'équilibre entre plusieurs acteurs, et il y a une sorte de paix des braves qui va, je pense, à un moment s'organiser, sortir de tout ça. Alors, vous croyez vraiment que... Parce qu'il y a des gens qui disent que la raison pour laquelle, du coup, les Américains s'intéressent à la Libye, c'est uniquement à cause du fait qu'ils craignent ce que vous venez d'évoquer. Cette idée que Haftar va avoir une bonne relation avec la Russie ou la Chine, à l'exclusion des États-Unis. Est-ce que ça, c'est possible ? Ou est-ce que ça se fait maintenant sur le terrain ? Ça a déjà lieu. C'est-à-dire qu'il y a déjà des canaux d'ouverts, mais des canaux d'ouverts, ils sont ouverts avec tout le monde. La France... l'Italie, là on voit que même la Grèce récemment fait état de son désaccord avec l'implication turque du côté de Sarraj. Moi je reste persuadé qu'à un moment le consensus va se faire autour d'un personnage central et légitime, et je pense qu'à un moment les Américains et les Russes vont se tourner vers Saïf el-Islam Kadhafi. Pourquoi est-ce que vous croyez ça ? Parce que ça ne se voit pas actuellement que c'est le cas. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler comme ça ? J'ai du mal à voir le pouvoir. D'abord, il faut équilibrer la lutte pour amener la raison. Aujourd'hui, ils sont obligés d'équilibrer les forces Haftar-Sarraj. Donc c'est évident, on n'y est pas encore, puisque encore pas plus tard qu'hier, le bras droit de Sarraj, un général très proche de lui, disait que de toute façon, il prendrait Tripoli par la force. Donc c'est pas de bon augure. Mais moi, je peux vous assurer d'une chose, c'est que les Américains, surtout l'Amérique de Donald Trump, il ne faut pas de rôle à titiller. Je vous dis qu'elle est très gentille aujourd'hui, et ils sont peut-être beaucoup moins demain. Et ça reste la première puissance du monde. Et personne n'osera aller s'aventurer si demain les Américains décident d'amener un porte-avions sur les bords de la Méditerranée. Donc, à un moment, les rapports de force, il faut bien les connaître. Et effectivement, aujourd'hui, les États-Unis sont sur, de toute façon, 3 zones, entre guillemets, de guerre, en conflit plus ou moins ouvert ou larvé avec les Russes, que sont l'Ukraine, la Syrie et maintenant la Libye. Donc, ils veulent se dépêcher que ce front ne s'ouvre pas de suite. Et j'ai presque envie de vous dire, au regard de la lecture de mon ouvrage, de toute façon, les enjeux géostratégiques sur le plan de l'énergie, les Américains l'ont déjà établi. Ils l'ont déjà établi. Ils sont déjà sur place, il y a déjà des entreprises... En Libye. En Libye, bien sûr. Ils sont sur place en Libye, les Américains. Bien sûr qu'ils sont sur place. Sous quelle forme ? D'abord, ils sont sous forme économique, mais vous imaginez bien que ces lieux stratégiques sont préservés par des agents américains. Et il est hors de question pour eux de lâcher. D'ailleurs, ils ont négocié tout récemment un accord avec un groupe industriel et pétrolier italien. Donc les Américains, ils n'arrivent pas comme ça en Libye. Ils sont déjà en Libye depuis longtemps. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que c'est un coup de bluff. Et les Russes l'ont bien compris. Les Russes ne prennent pas pour argent comptant les déclarations publiques du département d'État américain. Vous avez affaire à aujourd'hui 2 administrations qui ont... Poutine, j'ai presque envie de dire, sa manière d'agir est brillantissime, tant il excelle dans l'approche de l'intégrité nationale des pays et de leur souveraineté. Et quant aux Américains, ça reste une plaie ouverte, la Libye. Il ne faut pas oublier, et c'est très important, c'est que dans l'état d'esprit américain, la Libye, le conflit en Libye, a amené pratiquement à l'élection de Donald Trump. Vous allez me dire, mais comment on pourrait dire ça ? Parce que ça a beaucoup porté atteinte à Hillary Clinton en tant que secrétaire d'État. Colossal. Benghazi. Aujourd'hui, on n'en parle pas en France, mais quand vous pensez que c'est le tweet le plus retweeté aux États-Unis, c'est-à-dire l'offensive de Benghazi, où on voit Hillary Clinton en train de, entre guillemets, mentir commission sur ce qui s'est réellement passé là-bas. Aujourd'hui, ces mails, malheureusement pour elle, la trahissent. D'ailleurs, j'en cite quelques-uns dans le bouquin. Mais c'est la première fois où un haut diplomate américain, un ambassadeur américain, Christopher Stevens, brillant arabisant,
meurent assassinés en exercice depuis 1979. Pour les Américains, parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est vraiment passé quelque chose en Libye pour eux. Et en plus de ça, c'est un homme qui est en train d'écrire aux États-Unis, au département d'État américain, pour dire arrêtez d'envoyer des armes parce que vous êtes en train d'armer les djihadistes. Et on l'a assassiné lâchement. Et bizarrement, il n'y a pas eu un hélicoptère américain qui est venu sauver ce pauvre homme et les 3 autres agents qui étaient avec lui. Et d'après un communiqué du département d'État américain, et je cite, les responsables américains ont souligné le soutien total des États-Unis envers la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye et ont exprimé leur grave préoccupation face à l'exploitation du conflit par la Russie au détriment du peuple libyen. Mais c'est de bonne guerre, tout ça. Réaction ? C'est de bonne guerre. J'étudie tellement le dossier libyen que j'arrive à comprendre quand il bluffe ou pas. Mais les Américains déplacent la focale sur la Russie parce que c'est de l'information stratégique qui est en œuvre ici. En gros, qu'est-ce qu'on voit comme message des Américains ? Ils veulent pas de partition de la Libye. Et ils disent que tout ça est viable. Aujourd'hui, tout est viable. Toute la mise en œuvre d'une paix en Libye est viable tant qu'il n'y a pas de partition. Donc, c'est le mariage des contraires. Alors on a le problème des frontières coloniales et des fragilités étatiques induites, mais seuls les grands ensembles qui sont basés sur des complémentarités stratégiques sont viables. Et ça, c'est le message que fait passer les Américains. Et croyez-moi, ce message-là, Vladimir Poutine l'a largement compris. Largement compris. Et qu'est-ce qu'ils craignent vraiment les États-Unis à l'égard du rôle de la Russie ? La force de la Russie... Et je dis ça sans flagonnerie. Je ne suis pas ici le représentant de la Russie. Je dis simplement que la Russie... Je vais préciser pour l'audience que vous avez quand même aussi écrit un autre livre qui s'appelle Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle. Alors, vous avez bien étudié le sujet aussi. Très bien, et j'ai plaisir depuis des années à lire en détail et scruter en détail les déclarations de Poutine. Les Russes, dans cette affaire, ils sont là d'abord pour panser les plaies. Ils veulent équilibrer la lutte pour amener à la raison. Comme ils ont fait en Russie. Il y a la démonstration de la Syrie. En Syrie. Merci de me reprendre, vous avez tout à fait raison. La diplomatie n'a fait que traduire le sort des armes. La diplomatie n'a fait que traduire le sort des armes. Et c'est ce qu'ont démontré les Russes en Syrie. Donc, moi je pense, et ça va peut-être vous surprendre, qu'il y a une alliance subtile entre les États-Unis et les Russes pour se débarrasser des fauteurs de troubles. En Libye ? En Libye. Et ça, c'est uniquement depuis Donald Trump, depuis le mandat de Trump. J'insiste, depuis Donald Trump. Je pense que partout aujourd'hui, aux États-Unis, même surprendre certains auditeurs, je vais dire, même en Israël, et par extension dans des pays supplétifs du djihadisme, il y a eu beaucoup de gens qui ont été impliqués dans des logiques de déstabilisation de pays, en l'occurrence Syrie, mais beaucoup par rapport à la Libye. Et aujourd'hui, en l'occurrence, les pays qu'on a cités tout à l'heure. Et d'ailleurs, un homme, je crois que vous avez déjà cité, qui est Petchenik, explique bien toutes ces raisons un peu occultes qui a eu lieu par le passé entre la jonction entre les djihadistes et certains États. Maintenant, il y a eu des décennies d'instrumentalisation du terrorisme. Il faut dire ce qu'il y a. Vous savez qu'avant que la France intervienne, Monsieur Sarkozy décide de faire intervenir la France, donc nous les Français, en Libye, tous les services secrets en Europe et en Occident, États-Unis, Russie compris, ont dit que s'il y avait une intervention en Libye, ça serait le Sahélistan. D'accord ? Kadhafi, de son vivant, avant d'être assassiné, l'avait dit aussi, en taxant même Sarkozy d'idiot par rapport à cette question de terrorisme et d'immigration. Et je le rapporte dans l'ouvrage aussi. Il y a eu... mais il a voulu y aller. Je tiens à dire une chose très importante. Récemment, nous avons enterré 13 valeureux de nos soldats, paix à leur âme. Encore une fois, vous allez m'expliquer comment se fait-il que les gens qui vont combattre se retrouvent avec des armes françaises. Alors, c'est quoi la réponse ? Alors, je rapporte dans l'ouvrage une anecdote croustillante d'un journaliste français brillant qui s'appelle Régis Le Sommier de Paris Match, qui est parti interviewer le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov. Et M. Lavrov, lors de leur entretien,
énonce que Laurent Fabius, son collègue de l'époque, l'appelle pour lui dire, écoutez, on compte sur la Russie pour voter une résolution aux Nations Unies contre un mouvement djihadiste au Mali. Et M. Lavrov, son confrère, lui dit, écoutez, nous sommes prêts, bien sûr, nous luttons contre le terrorisme, nous sommes prêts à vous suivre, mais qu'est-ce que vous pouvez dire sur le fait que ces fameux djihadistes sur lesquels vous faire voter une résolution, vous, la France, ont des armes françaises. Et là, M. Fabius a dit qu'il allait rappeler, bien sûr, n'a jamais rappelé. Donc, j'ai envie de dire une chose, c'est que l'instrumentalisation du terrorisme, elle a lieu. Ces gens ont des armes françaises. Aujourd'hui, la base arrière de tous ces mouvements djihadistes est la Libye. Si on voulait vraiment dénoncer et s'en prendre au terrorisme, on sait comment s'y prendre. Alors, quelle est la cause principale du conflit actuel, Haftar contre Sarraj? La raison réelle, de toute façon, vous savez, ces deux remarquables gestionnaires de pétrole. Haftar est un gestionnaire de pétrole. Les deux financent la guerre. Oui. En Haftar, je crois qu'il vend $20 le baril de pétrole au lieu de 60, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent. Et par ailleurs, il le saisit par une structure qu'il a créée de toutes pièces en Libye. Ils font de la procuration. Donc on arrive chez vous, vous avez une jolie villa au bord de la mer, on dit que c'est pour l'effort de guerre. Bon, oui, il faut financer les mercenaires et tout ça. Bon, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, il arrange beaucoup de gens à $20 le baril au lieu de 60. Tant qu'à Sarraj, lui, il fait à peu près la même chose de son côté. Ou vous irez m'expliquer, parce que c'est la seule ressource aujourd'hui, le pétrole en Libye. La seule ressource. Il n'y a rien d'autre. Et ce qui est très intéressant, lorsque j'avais eu un échange avec Saïf el-Islam Kadhafi, pour ne rien vous cacher, la date au mois d'avril, on avait évoqué ce sujet de comment reconstruire la Libye. Ce que j'ai trouvé très pertinent chez Saïf el-Islam, c'est qu'il ne se compte pas de dire « je veux faire la paix ». Il dit comment il va la faire. Et effectivement, nous avons évoqué ce sujet, et c'est la dernière partie du bouquin, sur la solution viable, la création d'un fonds souverain, comme il avait été fait. D'un fonds souverain. D'un fonds souverain. Il n'existait pas de fonds souverain en Libye avant ? Oui, mais il faudra en refaire un. Aujourd'hui, vous avez bizarrement des banques centrales qui sont tombées dans les cartels bancaires occidentaux, qui sont en réalité ceux qui ont poussé à la guerre en Libye. On retrouve toujours les mêmes. Mais tout ça est explicité dans le bouquin et tout est sourcé, comme vous avez pu le lire. Mais ce qui est pertinent, c'est que ça s'est fait en Bolivie sous Morales, avec l'aide de la Suède et des ingénieurs suédois et algériens, par exemple. Et on a longtemps échangé là-dessus, et on le propose à la fin de l'ouvrage, puisque je m'en suis fait aussi écho, et je trouve que Saïf, non seulement c'est un candidat légitime, il est pas seulement le fils de Saïf, il est porteur d'un programme pour la Libye, un programme réel de reconstruction. Aujourd'hui, en Libye, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils ont l'impression que d'un côté, surtout les Libyens, que d'un côté, il y a le Qatar et la Turquie, l'Europe qu'on n'entend pas, comme d'habitude, et puis de l'autre côté, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats. Et quand on parle des mercenaires qui ont été plusieurs fois évoqués dans cette émission déjà, on parle de qui ? Et de chacun des deux côtés. Haftar, il est souvent accusé d'avoir utilisé ou d'utiliser des mercenaires russes. Non mais attendez, on va être sérieux, 5 minutes, je veux dire, voir des Russes partout, je crois que on est tombé en France. Il y a des reportages dans les médias qui parlent des mercenaires russes du côté Haftar. Écoutez, les médias, si vous me permettez, avec tout le respect que j'ai pour eux... Alors c'est faux. Non mais attendez, en ce moment on est en train de diffuser un reportage Kadhafi mort ou vif, où on nous fait croire que 2 sombres inconnus ont présenté sous une clé USB un plan d'attaque contre Kadhafi à l'état-major français. Je tiens à dire que ce documentaire est littéralement insultant à l'endroit de nos forces armées et de nos services secrets. Et que ça soit diffusé sur une chaîne publique, je trouve quand même ça un peu fort de café, et qu'après le CSA compte mettre en demeure RT ou Zemmour, ça me fait presque rire. Hein. Donc la propagande, ça suffit. Par contre, les Russes, on va parler 2 minutes des Russes, parce que quand même ça me fait sourire. L'étymologie, les sens sont un mot. Est-ce que la Russie a été responsable de la destruction de la Libye ? Quel était l'intérêt du peuple libyen ? Je rappelle dans mon bouquin que à l'époque, Vladimir Poutine, Premier ministre,
demande lors d'une conférence qui vous a autorisé à tuer cet homme. Parce en parlant de... attendez, ça faisait pas partie des mandats de l'OTAN, à ce que je sache. Quel a été le rôle des États-Unis dans ce conflit? Quel a été le rôle du département d'État d'Hillary Clinton? Parce que, oh mon Dieu, le rôle qu'il a joué, il est tout sauf beau. Quelles ont été les raisons occultes? Tout ça, je l'évoque dans le bouquin. Il n'y a pas de complotisme, parce que tout est sourcé. On est tout de suite traité de complotistes par des gens qui n'ont jamais travaillé le sujet. Mais j'aimerais dire une chose. La Russie, diplomatiquement, elle a été trompée au moment de la destruction de la Libye. Tout ça, ça a été une escroquerie idéologique. Je tiens à rappeler un brillant journaliste, Vincent Hervouet, qui travaille sur LCI, qui était un des derniers à interviewer Kadhafi. Donc je ne cite pas un complotiste. Il déclare que la guerre en Libye est bien plus qu'une honte, ça a été un crime. Donc moi j'ai presque envie de dire, on a parlé de changement de régime, on a parlé soi-disant d'un dictateur, mais en fin de compte on est en train de déstabiliser un État souverain, et surtout la démolition d'un État souverain. Et puis, tout a été fait à l'encontre d'un intérêt des peuples libyens. Alors, quand on voit des reportages après reportages parlant des mercenaires qui font partie de la boîte privée Wagner ou pas, est-ce que... vous avez une réaction à ça? Mais ça me fait rire. Mais ça me fait rire. Alors, c'est faux. Alors, il y aurait eu 200 mercenaires. Alors, d'où vient russes. cette idée? J'ai presque envie de dire, vous savez, à un moment aux États-Unis, on a appelé ce qu'on appelait la Red Scare, la peur rouge. Lorsqu'était la chasse aux communistes, et il y a eu beaucoup de réalisateurs américains d'ailleurs qui ont été pourchassés pour ceci. C'est comme incroyable quand même le manque de recul qu'on a d'ailleurs davantage en France qu'ont les médias américains eux-mêmes. C'est-à-dire que je les trouve beaucoup plus. Et on les traite après de conservateurs, ça me fait presque sourire. Dire la vérité, c'est du conservatisme. Bon, j'en apprends chaque jour. Mais simplement, si on pouvait être sérieux, 5 minutes. 5 minutes. On a une seule minute qui reste en émission. Sérieux, 1 minute. Vous savez, tout ça, ce sont des luttes d'influence qui se jouent actuellement. Moi, je garde espoir, parce qu'il faut garder espoir à travers toutes les guerres qui peuvent avoir lieu, parce que je suis un homme de paix et je privilégie la paix. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Moi, je vous dis simplement, c'est que Saïf el-Islam, c'est pour ça que j'écris le bouquin, c'est le seul espoir et avenir possible pour le règlement du conflit. Et je vous le dis dans les yeux, les Américains, à un moment, parce que ça reste la première puissance du monde, et elle a beaucoup changé depuis l'arrivée de Donald Trump, feront le pari de la paix, de la stabilisation, avec le retour du fils prodige, Saïf el-Islam Kadhafi. Reste à voir et surtout affaire à suivre. Morad El-Rattab, conseiller expert en investissement stratégique et intelligence économique et l'auteur du livre Saïf al-Islam Kadhafi, un rêve d'avenir pour la Libye aux éditions Éric Bonnier. Merci encore pour votre temps aujourd'hui. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur désordmondial.com ou sputniknews.com.